Un jour et 2 nuits, 2 minutes de nuit à midi et plusieurs dizaines de millions de terriens, les yeux rivés au ciel. Madame, monsieur, bonsoir. Nuit magique, si brève, trop brève pour ceux qui étaient dans la bande totale de l'éclipse. Bonheur voilé pour ceux qui se sont retrouvés sous les nuages. Mais partout, cette étrange clarté entre aurore et crépuscule, lumière irréelle qui nous ferait presque croire aux légendes et aux peurs qui ont toujours accompagné les éclipses. Regard et tradition par Olivier Lenoza. Une légende raconte que le soleil est un miroir posé par les dieux pour protéger la terre. Aujourd'hui, les hommes se sont sentis un peu orphelins. La boule de feu, l'espace de quelques minutes, s'est éclipsée. همیشه به دور خورشید هست خیلی باریک‌تر هست اما در کرمان و این لحظه باز شدن گرفت خورشید در آسمان زیبای برتیر کرمان است. Des millions d'êtres humains qui communient ensemble des Cornouailles au golfe du Bengale. Der Diamantring ist zu sehen, hier leuchtet die Chromosphäre. Die Corona taucht auf, grünlich, traumhaft. Un rituel païen. La fête du soleil noir, une éclipse qui balaie la terre et la mer, et l'amertume des hommes devant la magie d'un spectacle voilé par les nuages. Un rêve s'envole, l'éclipse comme une poussière d'éternité qui a brillé dans les cieux et les yeux de l'humanité. Et en dépit d'une météo maussade, des milliers de personnes s'étaient rassemblées très tôt ce matin à Fécamp, en Normandie, pour ne rien manquer du spectacle. Fécamp qui se trouve au cœur de la ligne de centralité de l'éclipse, et la magie a bien eu lieu. Le cercle du soleil éclipsé par la lune était visible, et certains ont profité de cette journée astronomique pour se marier, espèrent-ils, sous les meilleurs auspices. Reportage de Romuald Bonan, Rémi Poissonnier et Grégoire Ossina. Jusqu'au dernier moment, seuls les nuages avaient rendez-vous avec l'éclipse. H-30 minutes, un ciel de plomb, de fin du monde. Sur la plage de Galets, le moral est au plus mal. Juste avant 12h18, le début de l'éclipse totale, tous ici sont résignés. Le lever de rideau n'aura pas lieu. Un peu déçu quand même. On préférerait observer l'éclipse, franchement, mais bon, à défaut de... Le ciel se dégage. Tout était prêt, les pellicules et tout, mais malheureusement, je ne pouvais pas préparer les nuages. Mais les dieux étaient normands aujourd'hui, c'est sûr. Soudain, les nuages, que l'on croyait accrochés, soudés au ciel, ont tiré leur révérence. Et Sa Majesté, le soleil noir, s'est avancé, plongeant les falaises de craie dans l'obscurité. La lune et le soleil dans un corps à corps céleste. Je trouve que c'est super, enfin il n'y a pas de mots. Et puis tous les oiseaux qui sont arrivés là d'un seul coup, c'est magnifique. 2 minutes de grâce, 2 minutes de vie en suspens. Et puis la lune a détourné son regard, mais sur terre, les esprits, eux, sont restés comme envoûtés. C'est incroyable que 2 minutes après, regardez cette clarté. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Un lever de soleil instantané après une nuit très très courte. Formidable. L'union du soleil et de la lune à Fécamp, c'était aussi le plus beau jour de la vie pour Caroline et Patrice. Bien décidés tous les deux à dire oui en ce jour d'éclipse 99. La bague au doigt pour les mariés et un anneau céleste en gage de cadeau de mariage.
À Paris, où l'éclipse était presque totale, 99,4%, plusieurs centaines de milliers de personnes ont aussi chaussé leurs lunettes sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel ou la butte Montmartre. 2000 policiers avaient été déployés, les services du SAMU et des pompiers mis en alerte. Fort heureusement, tout s'est bien passé et on a même tourné en dérision les prévisions apocalyptiques de Paco Rabanne. Commentaire Hélène Hugues avec les équipes de reporters d'images de la rédaction. La ville lumière sous d'éblouissantes ténèbres. Mais l'apocalypse annoncée par Paco Rabanne n'a pas eu lieu. Et la station Mir n'est pas tombée et Paris ne s'est pas enflammé. Quelques centaines de manifestants ont fêté les erreurs de prophétie du couturier par un très ironique apéritif des survivants. Partout ailleurs dans la capitale, on a ignoré les prédictions catastrophistes. Le spectacle d'abord, dernier préparatif, dernière distribution de lunettes mouvementée à la Villette. Mais ouais, ils m'ont écrasé la main, ce bâtard. Chacun part alors à la recherche de la meilleure place. Entre deux nuages, les spéculations vont bon train. Je crois que ça va être que la lune qui va venir en première. Mais en fait, tout le monde m'a dit que c'était le soleil. Que le spectacle commence, l'astre mort grignote lentement l'astre de feu. Paris s'émeut. Je vais l'avoir qu'une fois dans ma vie, ça. 186 minutes durant, le soleil et la lune se disputent les monuments. À 12h22, l'éclipse est à son maximum, 99,4%. L'obscurité ne sera pas plus intense. Paris s'éblouit. Je suis très contente d'être venue. J'avais jamais vu d'éclipse. Il est plus que temps. Qu'est-ce que je vous dise? C'est waouh, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je peux retourner s'il vous plaît là? Car chaque seconde comptait, les spectateurs de l'éclipse le savaient bien, la représentation serait unique. Dans la région Picardie, où l'on attendait avec beaucoup d'impatience cet événement, les municipalités, rappelez-vous, avaient même fait des campagnes de publicité pour attirer les touristes. Eh bien, la météo a été moins clémente. Et en fait d'éclipse, ce sont surtout les cumulus et les nimbus que les curieux ont pu admirer. Nathalie Moisan et Marie-Pierre Cassignard. La foule des astronomes d'un jour est lâchée. 10 heures, le train spécial de Paris arrive bondé. Lent, avec sa vieille ville sur la colline, devait être, comme disait l'Office du tourisme, l'un des plus beaux points de vue sur l'éclipse. À peine installé sur les remparts, répétition générale. La tête en bas, on retire les lunettes, on regarde le soleil, l'éclipse, on regarde le soleil, tête en bas Christopher, tête en bas. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur? Beaucoup de nuages, en fait, malheureusement. Gris c'est gris, la météo avait menti. À défaut de voir l'éclipse partielle, chacun s'occupe comme il peut. Alors eux, ils voient l'éclipse par contre, ils sont en mer. 12h26, la température a chuté, il fait 11 degrés. Elle arrive là. Et tant pis pour le soleil noir, on le regardera ce soir à la télé. En attendant la nuit en plein jour, ça fait quand même de l'effet. Ça a été, c'est quand même impressionnant. J'ai encore les jambes qui tremblent. J'ai le cœur qui, je sais pas, je suis une grosse émotion de sentir cette ombre arriver. On a l'impression que les nuages nous tombent sur la tête. Là, Vive l'éclipse! Vive l'éclipse! On a apporté le champagne, c'était pour le cas où on verrait l'éclipse, pour la célébrer. Si on la ratait, c'était pour nous consoler. Et alors? On s'est consolés. Et comme pour narguer tout le monde, 40 minutes plus tard, le soleil réapparaît. Il s'était éclipsé. Un peu plus à l'est, toujours sur le chemin de l'éclipse, à Perthes, dans les Ardennes. Un village de 317 habitants qui accueillait aujourd'hui près de 15 000 personnes. Hélène Vergne et Philippe Jasselin ont suivi une famille très organisée. Il faut dire que maman est astronome et qu'elle a tout expliqué aux enfants. C'est dégagé à l'ouest et cette fois c'est dégagé à l'est. On devrait se mettre par là. On devrait se mettre par là. On va se mettre d'abord au milieu, pareil. Dernier préparatif pour Isabelle et sa petite famille. 2 jours de route depuis Lyon et les voici enfin à Perthes. Cet astronome de profession rêvait de l'éclipse totale depuis des années. L'occasion était trop belle, pas question de la laisser passer. Ah, regardez, on va comme ça.
Ah ouais, on le voit comme ça, t'as raison. Mais regarde pas. Pourquoi? Mince, il y a des nuages. Pourquoi? Oh là là, il pourrait nettoyer le ciel un peu. Ça va pas me rendre aveugle. On le voit bien. Là, on le voit. Regarde comme il est tout fin. Tu vois comme il devient tout fin? La lune, elle avance de plus en plus. Elle avance, elle avance. Elle n'arrête pas d'avancer. Allez, allez, allez. Paris, ça va être pas plus que ça. À Paris, ils verront pas plus que ça. Mais regarde mon poussin. Enlevez vos lunettes cette fois, vous pouvez. Il fait tout nuit. T'as vu comme il fait nuit? Regarde la luminosité que ça fait. T'as vu Mais non, c'est rien, c'est le soleil qui se cache. Regarde, le flash rose. Rose, regardez, Londres, elle va partir. Voilà. Maman, je prends une photo là? Non, tu ne peux plus. Après, c'est l'éclipse? Ah non, c'est fini, ma fou, ça. C'est aussi la grande émotion. Moi, ça a été quelque chose, un événement attendu depuis pas mal de temps, une trentaine d'années environ déjà, donc. Et je suis vraiment ravi. C'est fantastique, c'est magique. Ça a un côté magique, je sais pas pour vous comment ça a été. Regarde, il y a des arcs-en-ciel. Ah ouais, regarde comme ça. L'arc-en-ciel après l'éclipse, la rêverie continue, mais même pour une famille d'astronomes, il faut bien redescendre sur Terre. Partout en France, les associations, les municipalités, les néophytes, les scientifiques ont rivalisé d'inventions pour célébrer l'éclipse. Et dans la zone où l'éclipse n'était pas totale, notamment dans le nid de la France, on a quand même essayé de regarder le croissant de soleil, au mépris parfois de toutes les consignes de sécurité oculaire. Commentaire Agnès Gardet. Il y a ceux qui aiment le danger. Ici à Nice, les touristes ont défié les astres. Nonchalamment sur la plage, ils ont chaussé sur le nez tout ce qui leur tombait sous la main. Contre l'inconscience, un peu de sagesse, des lunettes estampillées Eclipse, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je pensais que ça aurait fait plus noir. Mais c'est beau quand même. C'est la première que je vois et c'est impressionnant. Loin de la mer, au-dessus des nuages, le pic du Midi dans les Pyrénées. L'altitude, le grand air, c'est l'ivresse avant le champagne. La lune, elle va où la lune? Elle s'en va là-bas la lune. Je vois pas la lune. Sur la gauche. Ça va à gauche. Autre point de vue pour une éclipse totale, cette fois, un ferry au beau milieu de la Manche. 900 passagers se sont fait là aussi surprendre par la magie du moment. Et alors? T'as pas mis ta lampe de poche? Super, regarde. Là, on peut regarder sans les lunettes? Ouais, sans les lunettes. À quelques encabures de là, le Mont Saint-Michel. Si j'en vois un qui enlève ses lunettes, il va dans le car. Des lunettes sur des assiettes en carton, il fallait y penser. En Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, le brouillard a bien failli casser l'ambiance. Je pense pas qu'il arrive. Hein. Vous avez vos lunettes pourtant? Ouais, mais bon, on verra bien quoi. Finalement, les obstinés ont eu raison d'attendre. On est monté exprès dans le brouillard, mais le spectacle vaut le coup là. Et je continue à regarder, hein, parce que vraiment, sinon, voilà. À Saint-Matan, dans le sud-ouest, on a assisté à un autre spectacle. La chute de la station Mir, prédite par Paco Rabanne, mise en scène par les villageois. Un pied de nez au charlatan. C'est les mots gersois. Et puis beaucoup de monde s'est rué dans les trains vers le nord de la France. À Paris, la gare du Nord était littéralement prise d'assaut. 15 à 20 000 passagers prêts à tout sur les quais pour trouver une place dans les wagons et pas forcément assises. Stéphane Bretner et Roger Mathurin étaient dans la mêlée. Un train à destination de Compiègne partira de la voie numéro 19. Le speaker de la gare du Nord vient de donner le départ. Le hall plein à craquer se vide lentement, la course aux places assises commence. Sur le quai, les agents d'accueil tentent vainement de remettre un peu d'ordre. Les voyageurs, eux, n'ont qu'un seul objectif, prendre l'un des derniers trains pour la bande de totalité de l'éclipse. Noyon et Compiègne, c'est en face, tant qu'il y a de la place. Noyon et Compiègne en face. On peut rien faire, on peut rien faire. Je sais pas, vous avez vu, vous étiez témoin, les gens sont un peu fous, quoi. Enfin bon, ça dure une journée. Les plus rapides sont déjà installés, les autres tentent un passage en force. Non, c'est bon là.
Si vous n'êtes pas discipliné, on ne pourra pas partir, messieurs. Avec des enfants, c'est pas évident. Faut pas y aller, quoi. Il fallait pas y aller, hein. Regardez, on ne peut pas partir avec les gens sur les marchepieds, c'est impossible. La SNCF est débordée par les événements. Fini. Lui trouvera de la place un peu plus loin, mais quelques centaines d'autres n'auront même pas accès au quai. Les forces de l'ordre veillent, impossible de passer, plus de train. Restent les résignés, loin d'être en panne d'idées. Ça va être l'éclipse chez nous, on la verra pas, quoi. J'irai fêter la destruction de Paris avec Paco Rabanne. Il paraît qu'on boit un coup gratuit là-bas, avec les survivants, donc je vais bien voir. Les chanceux partent boire à la santé de l'éclipse. Le spectacle commence dans moins d'une heure. Alors, suite du grand embouteillage sur les routes, puisque d'autres avaient choisi la voiture, provoquant de nombreux bouchons. C'était le cas notamment aux sorties de Paris, vers le nord et vers l'est. Des embouteillages accentués par l'obligation faite aux routiers de s'arrêter entre 11h et 14h. Du coup, les aires de stationnement étaient elles aussi saturées, ce qui n'a pas empêché ceux qui s'y trouvaient d'être saisis par la beauté du spectacle. Joël Bruandé et Vincent Bouffartigue. La bande de totalité, ça se mérite. 10 h ce matin, les premiers bouchons se forment et le ciel est aussi encombré que l'autoroute Paris-Lille. Mais les chasseurs d'éclipses gardent quand même le moral. Vous êtes venus de loin? Vallée de Chevreuse. Vous n'avez pas peur avec le temps de ne pas voir grand-chose? Ça fait rien, j'aurais fait une balade. Et pendant toute la matinée, le flot n'a pas cessé. 11 h, les gendarmes entament une mission délicate, stopper tous les poids lourds pour une durée de 3 heures. Bon, en général, ils ne se plaignent pas, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Ils respectent. Midi 20, le ciel commence à s'obscurcir, trop tard pour gagner les sites d'observation. Nous verrons donc l'éclipse depuis cette aire d'autoroute et le spectacle est surprenant. Où est le soleil? Waouh, génial. Regarde, comme c'est drôle. C'est bizarre. Ça tombe par état. C'est ça, c'est bizarre. Ouais. Il a fallu 20 secondes. Là, c'est la nuit complète, c'est très impressionnant. Ouais. Les puristes repartiront déçus de ne pas avoir vu l'éclipse elle-même, mais l'émotion était pourtant bien là. Ah, ça fait bizarre. J'étais bizarre avant et puis bon là ça va. T'as encore tout chaud là. Non, ça va là. Ultime facétie du soleil ou des nuages, le ciel s'est enfin éclairci vers 14 h pendant les embouteillages du retour. 23 éclipses, c'est toujours la même curiosité. Bernard Millet, astronome à la retraite, a déjà fait 15 fois le tour du monde pour traquer les éclipses. Cette fois, il avait organisé une fête, aujourd'hui même en Normandie. Portrait avec Philippe Bisserias et Frédéric Faure. 3, 2, 1, premier contact. Bernard Millet est un peu le chef d'orchestre de l'éclipse. C'est lui qui le premier aperçoit la Lune mordre le Soleil. C'est lui qui a choisi l'emplacement, le château de Mesnières-en-Bray, situé au centre de la zone de totalité. Au fur et à mesure de la progression, je vous indiquerai les choses qui sont intéressantes à voir. Cet ancien astronome de l'Observatoire de Nice parcourt le monde d'éclipse en éclipse. Aujourd'hui, c'est sa 23e. Mon plaisir, c'est de pouvoir faire partager à tous mes amis cette chance que l'on a. Car dans tous les cas, ça je vous préviens, je serai comme vous, aussi ému au moment de la totalité, sachant pourtant parfaitement bien ce qui va se passer. Au fil des années, autour de lui, un groupe de fidèles s'est créé. Et on communique quand même depuis 1973, nous sommes tous en relation. Et quand il y a une équipe, on se téléphone. On va en Afrique bientôt. Hein. Oui, le 21 juin 2001. Cette année, voici l'expérience que Bernard Millet voulait tenter pendant l'éclipse, celle de l'œuf qui tient tout seul. Sans trucage. L'œuf se trouve dans des conditions telles qu'il est attiré suffisamment par l'ensemble des deux astres pour qu'il puisse tenir debout. Il est midi 10, les hirondelles volent au ras du sol, la pénombre s'installe. Regardez, regardez l'ambiance. Admirez les flammes du soleil. Essayez de tenir le plus longtemps possible. Encore un peu. Je crois qu'on ne peut pas ne pas être ému.
Non, ça ne me dérange pas, je ne m'attache pas du tout. Pas loin du monde. Cette 23e éclipse sera pour lui aussi inoubliable que les autres. L'éclipse a traversé une grande partie de l'hémisphère nord, un parcours qui correspond à 4 heures de nuit totale à la vitesse de 2800 km/h. De Terre-Neuve au golfe du Bengale, plusieurs millions de personnes ont pu suivre son trajet. Jean-Claude Alanic nous emmène autour du monde. Un croissant de soleil rose qui se lève sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'aube de l'éclipse. Du large de Terre-Neuve jusqu'en Inde, le début d'une course de 3 heures entre la Lune et le Soleil. À 12h10, l'éclipse a déjà traversé l'Atlantique Nord et arrive en Cornouailles en Angleterre. Puis ce sera Fécamp, sublime, à 12h18. L'éclipse est totale. Ouais. Voyons la couronne solaire, les protubérances fabuleuses en bas. Et à l'ouest, ces protubérances sensationnelles. Au même instant, là-haut dans le ciel, Jean-Pierre Aigneret, à bord de la station Mir, passe au-dessus de la France. Il ne voit pas directement l'éclipse, mais l'ombre de la Lune se déplaçant sur la Terre. L'intérêt pour nous ici, c'était de voir ce spectacle de cette tache noire sur la Terre qui est quand même inhabituel. Je crois d'ailleurs qu'il n'a jamais été pris en fait. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est vrai que ça laisse, quand on voit le phénomène à nouveau, je le répète, dans sa grande dimension, dans sa dimension totale, il est assez troublant. Sur Terre, la course continue, il est 12h33, Stuttgart en Allemagne et dans le noir, la couronne solaire est rose et verte. Et c'est la fête. Les lumières scintillent sur la ville. Pas d'éclipse totale en Italie, les astres en ont décidé autrement, le pape n'en veut pas au ciel. Il est 12h56 en Roumanie, à Bucarest. On célèbre l'éclipse par des feux de joie devant l'ancien palais de Ceausescu. « 13h28, l'éclipse quitte l'Europe. 13h44, son passage en Irak est accueilli au cri d'Allah Akbar. Allah est grand. Dans cette région troublée du monde, l'heure est aussi aux prières à Jérusalem. Dans les mosquées, et devant le mur des lamentations. 13h55, le soleil et la lune s'unissent au-dessus de l'Iran. Émission directe à la télévision et coucher de lune et de soleil sur Ispahan. 14h25, l'Inde, un moment sacré célébré au Bengale, dans les eaux du Gange. 14h35, le soleil et la lune se séparent au-dessus du golfe du Bengale. Alors il y a eu un endroit sur la zone d'éclipse totale où les personnes présentes ont dû faire un choix déchirant. Regarder en l'air pour voir l'éclipse ou regarder au sol pour voir les animaux. Le parc animalier de Sainte-Croix en Moselle avait en effet organisé une réunion scientifique sur les réactions des loups et des ours. Éric Perrin et Dominique Bonnet. Du silence d'abord, du silence surtout, et puis cette nuit qui tombe en quelques secondes en plein milieu de journée. Le soleil noir a rendez-vous avec les loups. La principale réaction de la meute consiste à se rassembler sur un point haut en plaçant des sentinelles autour du groupe. Une façon de se mettre à l'abri, mais de quoi? On pense, nous, dans le pareil, que les animaux vont hurler à la lune et tout ça, c'est nos propres fantasmes que nous projetons. Eux, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas comprendre, ils se terrent tout en surveillant les alentours. Vous avez vu, ça c'était vraiment fabuleux. Comment réagissent les animaux lors d'une éclipse totale? Tel est l'objet de l'étude lancée par le parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. L'observation menée par des professionnels et par le public a commencé 5 jours avant, continuera 5 jours après, mais bien sûr tout le monde attendait l'éclipse elle-même. À vrai dire, on ne savait rien de ce qui se passerait. La nature n'est pas devenue totalement folle, mais toutes les espèces ont cherché à se mettre à l'abri, comme ces cerfs fuyant rapidement vers la forêt. Les ours, par exemple, qui sont très joueurs chez nous parce qu'encore jeunes et sur un très grand espace, ont été se rassembler dans le sous-bois et ensuite ont pris des postures que seuls les plantigrades connaissent. Ils se sont mis sur leurs pattes arrière à scruter, à essayer de faire fonctionner tous leurs sens pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions scientifiquement probantes. Reste une formidable opération de vulgarisation auprès du grand public. Le temps d'une éclipse, les visiteurs ont pratiqué à la fois l'éthologie, l'étude du comportement des animaux, et l'astronomie. Tout changeait très vite. Donc il y avait le comportement de l'animal, en même temps le paysage qui changeait. C'était vraiment tout un changement global. C'était très beau. Voilà. L'histoire ne dit pas si les animaux, observant tous ces bipèdes, la tête en l'air, chaussant de curieux binocles, n'ont pas trouvé que ces hommes avaient un air parfois un peu bête, comme la Lune. Et nous retrouvons maintenant au Palais de la Découverte Jean Audouze, astrophysicien. Jean Audouze, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'au fond les scientifiques ont encore quelque chose à apprendre de l'éclipse ou n'est-ce pas plutôt une occasion de faire découvrir le cosmos aux néophytes? C'est plutôt le deuxième, mais on a toujours quelque chose à apprendre d'un phénomène céleste aussi important qu'une éclipse, puisqu'il y en a depuis l'Antiquité, ils ont été observés par plein de gens. Et celle-ci, apparemment, a fait plaisir à beaucoup de monde et elle a fait plaisir à pratiquement tous les Français, même ceux comme moi qui n'ont pas eu... J'étais à Noyon, évidemment, les nuages étaient devant, mais on a eu la nuit complète et tous les gens qui étaient avec moi ont participé à cette émotion et surtout l'émotion la plus grande, c'était lorsque brutalement la clarté est réapparue très très vite et je crois que ça a été un immense moment, même si on a été un peu déçus effectivement d'avoir les nuages devant la magnifique couronne solaire. L'éclipse, est-ce que c'est une façon de connaître aussi un autre aspect du Soleil qu'on ne voit pas habituellement? Bien sûr, c'est la partie cachée, c'est la couronne, c'est-à-dire cette immense draperie faite d'un gaz ionisé qui est dirigé par les champs magnétiques et à l'aide de l'étude de cette couronne qui est entreprise par mes collègues comme Serge Kouchmi à l'Institut d'astrophysique qui lui était en Iran, et bien évidemment on apprend comment fonctionne le Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile nourricière depuis 4 milliards et demi d'années. C'est un ensemble extrêmement complexe et cet ensemble complexe, évidemment, pour le comprendre, eh bien, il faut démonter à la fois par les satellites comme SOHO, mais aussi par ces éclipses qui sont fondamentales dans notre connaissance pour démonter toute cette espèce de mécanique très compliquée qu'est la couronne solaire qui émet ce vent, ce qu'on appelle ces champs particuliers dans lesquels non seulement la Terre, mais l'ensemble des planètes sont baignées. Et on continue à faire en permanence des découvertes sur le cosmos. C'est justement un des secteurs sur lesquels on a encore énormément à apprendre. Eh bien sûr, et d'ailleurs cette éclipse d'aujourd'hui qui a intéressé tout le monde, ce qui pour moi est formidable, puisque ça veut dire que la science intéresse tout le monde. Une superbe expérience de mécanique céleste qui, disons, donne le tort à toutes les voyantes de toutes sortes, eh bien ça a passionné tout le monde. Et ça démontre également, si vous voulez, que en regardant, en obscurcissant ce qui est très brillant, eh bien on arrive à voir ce qui est faible. Et les astronomes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les objets difficiles à voir, ils cherchent les planètes autour d'autres étoiles, ils cherchent des astres très lointains, des galaxies qui sont nées au tout début de l'âge de l'univers. Et finalement, c'est cette méthode d'éclipse par exemple, qui est utilisée pour essayer de déterminer la matière qui est de notre forme, qu'on appelle matière nucléaire, mais qui serait dans des astres très difficiles à voir, et on les cherche justement par ces phénomènes d'éclipse. Donc l'éclipse, c'est un archétype qui a été vécu par tout le monde, mais qui est une méthode de travail pour l'astronome aujourd'hui. Merci beaucoup Jean Audouze pour cet enthousiasme communicateur et c'est évidemment au Palais de la Découverte qu'on peut entre autres apprendre à découvrir tout cela. J'espère que beaucoup de monde viendra en tirer les leçons. Merci beaucoup. Merci. Je vous le disais hier, le petit garçon de 9 ans et demi qui avait disparu à la mi-juillet a été retrouvé mort. Les résultats de l'autopsie pratiquée aujourd'hui ont révélé que Austin avait été tué d'un coup porté à la tête. Il s'agit d'un homicide volontaire et non d'un accident. Léo Lamberton. C'est en contrebas de ce ravin, dans la forêt du Rouvergue, au nord d'Alès, que le corps de Hossein a été découvert mardi matin. L'enfant, âgé de 9 ans et demi, était caché sous d'épaisses broussailles et sa mort semble remonter au jour de sa disparition il y a un mois. Il ne portait plus qu'un t-shirt. Pendant 24 heures, les enquêteurs ont fouillé la zone à la recherche d'indices, du short et des sous-vêtements du petit garçon, en vain. L'autopsie a établi que Hossein est mort suite à des coups violents portés à la tempe droite. Pour le procureur de la République d'Alès, il s'agit donc d'un meurtre.
Mais la mauvaise conservation du corps du petit garçon n'a pas permis pour l'instant de savoir s'il s'agit d'un crime à caractère sexuel. Des prélèvements ont été faits, des enquêtes complémentaires, des investigations complémentaires vont être faites, des expertises vont être faites en laboratoire et nous aurons des résultats complémentaires ultérieurement. Pour l'instant, aucune conclusion ne peut être apportée après l'autopsie réalisée ce matin. En fait, Hossein a été découvert à une centaine de mètres du domicile de ses parents et non loin du supermarché où il était parti faire des courses le 10 juillet dernier. L'endroit avait été fouillé plusieurs fois mais il est difficile d'accès. Une donnée qui amène les enquêteurs à écarter l'hypothèse d'un crime commis par un touriste de passage. Aux États-Unis, l'homme qui a ouvert le feu hier à Los Angeles dans une garderie d'enfants faisant 5 blessés s'est finalement rendu à la police. Buford Furo, déjà condamné pour agression, avait tiré 70 balles dans le hall d'un centre communautaire juif. Richard Binet. Ils évacuent sagement leur école sous la protection des forces spéciales de la police fédérale. Quelques minutes auparavant, un homme ouvrait le feu sur leur garderie, un centre communautaire juif de la banlieue de Los Angeles, blessant grièvement 5 d'entre eux. C'est un monde de dingue, dit ce père. Un vrai monde de fous. Le tireur, c'est cet homme, Buford Furrow, 37 ans, connu pour ses idées d'extrême droite. À quelques centaines de mètres du centre, les policiers ont retrouvé sa camionnette. À l'intérieur, un véritable arsenal, diverses armes de poing, des centaines de cartouches, un gilet pare-balles et des ouvrages paramilitaires. En fin d'après-midi, le forcené s'est finalement rendu. Mais si l'Amérique ne veut plus connaître de nouveaux drames, elle devra en finir avec l'un de ses mythes fondateurs, le droit pour tout citoyen de posséder une arme, avec le risque un jour de s'en servir. C'est la 3e fois en 2 semaines qu'une fusillade vise de très jeunes enfants aux États-Unis. Les Américains s'inquiètent et déjà 17 grandes villes comme Miami ou Chicago se sont portées partie civile contre les fabricants d'armes, un peu comme l'avaient fait certains États contre les producteurs de cigarettes. À Washington, Philippe Gassou. On prétend aux États-Unis qu'il y a une arme par Américain, y compris femmes et enfants, une frénésie stupide pour les uns, le droit de se défendre pour les autres, comme la National Rifle Association et son président Charlton Heston, ainsi que ses 3 millions d'adhérents. Aux États-Unis, il y a plus de 2 millions de cas par an où les citoyens ont pu se défendre contre les agressions grâce à la possession d'une arme. Les défenseurs des armes ont la loi pour eux. Dans l'autre camp, le discours est diamétralement opposé. Posséder une arme, c'est être proche de la violence. 60% des Américains ne veulent plus voir ça, ne veulent plus voir d'armes. Les armes ne font pas une société plus sûre. Si la population qui possède des armes générait une société moins dangereuse, alors l'Amérique serait le pays le plus sûr du monde, mais ça n'est pas le cas. À la Maison-Blanche, le président essaie bien de peser de tout son poids pour rendre les armes moins accessibles, mais ici, on ne touche pas à la Constitution, ou alors tellement difficilement. Le droit est du côté du barillet et de la gâchette. Premièrement, la Constitution des États-Unis est basée sur le principe que le droit d'individu est sacré. Et un parmi ces droits, c'est le droit de posséder les armes. Donc déjà, dans le droit américain, c'est quelque chose qui est difficile à changer. Alors autour de ce droit, il y a la coalition de ceux qui veulent qu'on possède les armes, sans que le gouvernement fait une interférence. Dire que le problème des armes n'est pas politique serait un mensonge. Tout passe par le Congrès. Le contrôle des armes à feu sera au centre de la prochaine campagne présidentielle. Ce commerce représente 2 milliards de dollars par an et 70% des parlementaires républicains votent dans le sens des marchands d'armes. En France, l'incendie qui s'était déclaré hier soir sur les hauteurs de Toulon est semble-t-il maîtrisé. 50 hectares de forêt ont été détruits et 200 pompiers restent mobilisés pour surveiller les foyers. En Haute-Corse, la situation est plus préoccupante en raison des rafales de vent. Plusieurs incendies d'origine suspecte se sont déclarés cette nuit et dans la matinée. Aucune zone habitée n'est pour l'instant, semble-t-il, menacée. À Lorient, on a un peu joué hier, rencontre du 3e type, puisque le festival interceltique célébrait à sa manière le dialogue spatial. Hier soir se produisait en effet un astronaute de la NASA. Le public a eu ainsi la confirmation que les spationautes communiquent de façon très diverse. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Un pipe band irlandais en kilt dans les rues de Lorient, rien de plus naturel à l'heure du festival interceltique. En revanche, un astronaute dans la même tenue, c'est plus surprenant.
Chris Hadfield est canadien. Il y a 3 ans, lors d'un séjour dans l'espace, il a laissé à bord de la station Mir une guitare électrique. Dans celui-là, j'ai coupé en deux le guitare pour mieux porter. Oui, c'était trop lent pour un tiroir dans la navette. Big smoke, 10,000 years of building. Big smoke, more fragile than you see. Big smoke. Invité par le festival interceltique, Chris Hadfield a réuni pour l'occasion un groupe qui reprend un répertoire de chansons de pêcheurs de l'Est canadien. Chris, qui joue aussi dans un groupe de rock, a assouvi sa passion de la musique jusque dans l'espace. Show us how to live and how to dream. C'est un temps très émotionnel en orbite parce que beaucoup de choses passent très vite. Nous avons construit une section de la station spatiale, beaucoup de choses à faire juste une après l'autre et d'avoir une chance pour 1 heure de jouer ensemble la musique sur la station dans l'espace, c'était magnifique. Chris partage cette passion de la musique avec de nombreux astronautes. Ainsi, le spationaute français Jean-Loup Chrétien a emporté un orgue dans l'espace. On va dans l'espace pour s'évader, hein, et ça va un petit peu... Il y a un recoupement avec le monde artistique en quelque sorte. Les Astroniques vont se produire une nouvelle fois vendredi, avec un renfort de poids, l'astronaute Cady Coleman. Elle a participé à la dernière mission de la navette Columbia en juillet dernier. C'est la fin de ce journal et de cette journée particulière, un jour et 2 nuits, et plusieurs dizaines de millions de terriens les yeux rivés au ciel, une nuit magique si brève, trop brève pour ceux qui étaient dans la bande totale d'éclipse, bonheur voilé pour ceux qui se sont retrouvés dans les nuages, et partout cette étrange clarté entre aurore et crépuscule, lumière irréelle. Prochain rendez-vous pour l'éclipse en Europe en 2080. Dans un instant, Isabelle Martinet vous présente la météo. À 20h55, Miracle à l'Eldorado, téléfilm de Philippe Niang avec Francis Perrin. Minuit 5, le dernier journal de Javi Imbert. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Jacqueline Darmigny, la présidente de l'association Enfance et Partage. 13h, le journal Laurence Ostelazza, Antoine Cormery. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.